Alors oui, hein, ça faisait un moment que je n'avais pas filmé, mais pour autant, comme vous pouvez le voir en termes de lecture, je n'ai pas chômé. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ou plus précisément dans ce nouveau point lecture, parce que oui, je suis joie malgré le peu de temps, une fois de plus, que j'arrive à me dégager dans mon emploi du temps bien chargé, et bien j'ai réussi tout de même à pas mal lire ces derniers temps. Et c'est pourquoi je suis aujourd'hui en capacité de vous proposer un nouveau petit point lecture. Enfin, quand je dis petit, je me réfère pas forcément à la taille des bouquins du jour. Alors j'aurais adoré vous dire « Ouais, je n'ai eu que des coups de cœur, que des super lectures ». Malheureusement, ce ne sera pas forcément le cas, hein. Vous verrez dans les lectures que je vous propose aujourd'hui. Il y a eu effectivement de très bonnes choses, mais d'autres qui pour le coup ont été un petit peu plus problématiques, dirons-nous. Alors installez-vous confortablement, prenez-vous une petite boisson parce que je pense que je vais avoir pas mal de choses à vous raconter aujourd'hui. Et puis bah c'est parti, allons-y tout de suite. Et le tout premier roman dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Ce qui se dit la nuit d'Elsa Roche aux éditions Le Livre de Poche. C'est un roman que j'avais acheté sur Vinted, il me semble, dans un lot de livres. L'une d'entre vous m'en avait dit pas mal de bien sous un commentaire, enfin dans un commentaire sous une vidéo. J'ai donc décidé de le sortir. Pourquoi? Pour le coup, parce qu'il était assez court. Alors dans ce roman-ci, on va suivre un flic. Je suis désolée, hein, mais j'ai lu ce roman il y a un petit moment et je vous avoue qu'il faut que je fasse un petit travail de mémoire pour essayer de me remettre au mieux l'histoire en tête et vous faire un résumé qui ne soit pas trop bancal. Donc, dans ce roman, de ce que je me souviens, on va suivre le capitaine ou le commissaire Marsac, bref, un flic qui officiait à Paris au 36, si ma mémoire est bonne, et on sait qu'il s'est passé un truc, un espèce de burn-out, bref, toujours est-il que le flic en question va retourner dans, on va dire, dans le village où il a grandi, et une fois arrivé là-bas, il va bien sûr s'y passer des choses un peu étranges, puisque une vieille dame du village qui a un peu toujours été vue comme un peu la sorcière qui faisait peur aux gamins, mais que Marsac aimait beaucoup, est retrouvée, je crois, égorgée, et on lui a également tondu la tête. Il va aussi retrouver dans ce village une femme avec qui on sent qu'il y a un espèce de passif amoureux assez lourd. Bref, tout ça va faire que, bien sûr, étant donné qu'il était très attaché à cette vieille dame, il va vouloir comprendre qui lui a fait ça, et c'est donc de là que va démarrer notre enquête. Alors je ne vais pas y aller par quatre chemins, hein, si je reconnais que la plupart des avis que j'ai pu lire sur ce livre étaient plutôt positifs. Pour ma part, personnellement, ce fut une déception. Et je dis bien déception parce qu'au début de ma lecture, j'y ai trouvé des éléments qui me faisaient envie, une intrigue et une ambiance qui me plaisaient pas mal, mais malheureusement, au fur et à mesure, les choses n'ont cessé de se gâter. Ce livre est un primo-roman et en toute sincérité, j'ai trouvé que ça ne se ressentait pas forcément, au contraire, la plume d'Elsa Roche m'a semblé avoir une certaine forme de détermination, de sûreté, un petit peu comme si l'auteur avait vraiment écrit son roman d'une traite en étant sûr d'elle et droit dans ses bottes. Et c'est assez rare, selon moi, de trouver une plume aussi solide dans les premiers romans. Malheureusement, cette écriture en question, bien que faisant preuve d'une certaine forme de détermination, ne m'a personnellement pas plu, que ce soit d'ailleurs sur le fond ou la forme. Tout d'abord, le tout début du roman est très rapide et très flou, et j'avais vraiment en tant que lectrice ce sentiment d'un manquement, le fait vraiment que cette histoire aurait mérité d'être beaucoup plus mise en contexte. En 20 pages à peine, on voit apparaître énormément de personnages, beaucoup trop d'ailleurs à mon goût. On a tout de suite des scènes qui se succèdent, qui s'enchaînent assez rapidement. Alors je ne suis absolument pas contre les romans qui me plongent tout de suite dans le vif du sujet, mais c'est vrai que par la suite, je demande un peu à l'auteur à ce qu'il m'apporte le décor, qu'il me plante le décor, qu'il m'apporte le contexte de l'histoire, l'historique des personnages, leurs passifs, leurs liens entre eux. Or, de tous ces points de vue-là, dans ce roman-ci, j'ai trouvé ça très dépouillé.
J'ai du coup eu beaucoup de mal avec les personnages, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas assez étoffés à mon goût, et c'est vrai que jusqu'à la fin, j'en ai confondu certains, quand d'autres, dans mon esprit, sont restés comme une sorte de silhouette très floue et approximative. Et puis surtout, ces personnages manquaient cruellement de réalisme. Tout le long de ma lecture, j'avais vraiment l'impression de suivre des personnages de fiction et non des personnes réelles qui auraient vraiment pu vivre tout ce qu'on me racontait. Alors on est d'accord, dans certains types de littérature, ce n'est absolument pas un souci, mais dans ce genre de romans policiers, bah pour le coup, ça commence un petit peu à poser problème, je trouve. Les dialogues manquaient tout simplement de naturel et de réalisme, et cela n'a fait que renforcer ce sentiment que malheureusement je ne croyais absolument en rien de ce que je pouvais lire. Il faut dire qu'il règne dans Ce qui se dit la nuit une ambiance très particulière. J'avais presque l'impression parfois de lire une sorte de conte ou une réécriture un peu d'une tragédie grecque à la sauce roman policier. Le problème, c'est que les curseurs entre cette ambiance brumeuse et un peu mystique et l'enquête policière étaient, selon moi, assez mal gérés, ce qui a donné un sentiment d'ensemble assez déséquilibré. Il y a beaucoup question de croyances, de mysticisme et de on-dit, le tout dans un décor de petits villages français complètement paumés, ce qui fait que, très sincèrement, durant ma lecture, j'ai souvent eu l'impression qu'Elsa Roche s'était beaucoup inspirée de Frank Buis et de Fred Vargas, qui sont deux auteurs que j'adore, malheureusement sans arriver à leur hauteur, je dirais. Il faut noter également que le style d'écriture en lui-même est très particulier, il est très hachuré et la construction même des phrases est tout sauf académique. À lire ce roman, on a parfois l'impression de suivre carrément la pensée de l'auteur au fur et à mesure qu'elle imagine son histoire, et comme si elle l'écrivait vraiment d'une traite et que nous, en tant que lecteurs, on lisait ça comme une sorte de premier jet d'un roman dans lequel on n'aurait pas encore effectué de coupe, de remaniement ni de mise en forme. C'est vraiment, pour moi, une sorte d'amas d'action, de réflexion et d'idées dans lesquelles les dialogues se mêlent aux pensées et aux descriptions. De plus, il y a un petit détail que je n'ai pas vraiment apprécié, que je n'ai pas vraiment compris, c'est qu'à chaque début de chapitre, on a un extrait en fait d'un morceau de texte du chapitre qui arrive. Et j'avoue que je n'ai pas compris ce choix, je n'ai pas compris en quoi c'était bénéfique à la lecture de ce roman, et bien au contraire, je trouvais que ça avait un côté presque spoilant que personnellement j'ai plutôt tendance à fuir. Pour ce qui est de l'intrigue en elle-même, je l'ai trouvée plutôt intéressante parce que personnellement je suis assez sensible à ces histoires dans lesquelles je dirais les croyances et les convictions personnelles de certains peuvent mener à la folie. Le problème, c'est que pour moi le dénouement est hyper décevant. J'ai trouvé cette fin encore plus floue et emmêlée que le reste du roman, et la résolution manque, je trouve, vraiment d'originalité quant au pourquoi, du comment, de l'histoire. Pour ma part, je trouve qu'il tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Enfin, je crois que j'ai surtout vraiment été déçue par le fait que, après avoir terminé ma lecture, je me suis rendu compte que certains passages et éléments de l'histoire étaient totalement gratuits et n'apportaient vraiment absolument rien à l'histoire et à l'intrigue globale. Puisqu'en effet, par exemple, on débute ce roman avec une scène dans laquelle on nous dépeint une petite fille qui se trouve dans un orphelinat, qui est complètement apeurée, et on nous parle, dans ce tout premier chapitre, de l'oncle Mengele. Donc, en toute logique, si vous avez un petit peu suivi, comme moi, les cours d'histoire à l'école, eh bien, vous devez vous dire qu'à ce moment-là, on entreaperçoit un petit peu l'ombre des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, et que forcément, cela va avoir de l'importance pour la suite du récit. Et finalement, non. Et puis, il y a un moment dans cette histoire, une scène de viol qui est finalement
totalement gratuite et que du coup j'ai trouvé extrêmement gênante. Alors on est d'accord, hein, tout viol est absolument abject et forcément extrêmement gênant, mais disons que dans certains livres, cela a un rapport avec l'histoire et cela permet de faire avancer un petit peu le fond de l'histoire et l'intrigue. Or là non. Alors je rassure tout de suite les lecteurs qui pourraient être sensibles à cette thématique, tout cela n'est que suggéré, hein. À aucun moment on a de description voyeuriste ou quoi que ce soit, mais il y est tout de même fait mention de cette scène de viol. Le problème, c'est que dans le reste du roman, cela est totalement passé sous silence. L'auteur de ce crime disparaît purement et simplement du paysage et aucun protagoniste n'en reparle. Ça n'apporte donc absolument rien à l'histoire et c'est vraiment ce qui fait que pour le coup ça m'a profondément dérangée. Je ne pourrais donc dire autre que pour ma part ce qui se dit la nuit manque profondément de cohérence et de réalisme et puis comme je l'ai dit, hein, à noter que la plume est certes très originale mais aussi très particulière. Je ne pourrais donc que vous recommander, si ce titre vous intéresse tout de même, de feuilleter, de lire peut-être quelques premières pages pour savoir si ce style d'écriture peut tout à fait vous convenir à vous ou pas. Pour ma part, donc, vous l'aurez compris, malheureusement, je crois que ni le style ni l'univers d'Elsa Roche ne me conviennent. C'est comme ça, c'est la vie. Je crois qu'en fait, tout au long de ma lecture, je n'ai pas vraiment compris ce que je lisais, entre guillemets. Je n'ai pas compris la démarche de l'auteur, là où elle voulait m'emmener. Je n'ai pas compris quel était son projet et ce dont elle voulait parler. Je suis vraiment restée avec cette impression d'un énorme fouillis qui aurait mérité d'être remodelé et étoffé, mais qui malheureusement est, vous l'aurez compris, resté en l'état. Je doute donc personnellement de retenter un jour l'expérience avec Elsa Roche parce que je crois vraiment que, tout simplement, cet auteur ne me correspond pas, et c'est pas grave, ma foi, il y en a tellement à lire que, en toute logique, je ne pourrai jamais tous les découvrir, et puis, ma foi, quand j'aurai envie de me replonger un petit peu dans ces ambiances de petits villages paumés et de croyances et de mythes un petit peu ambiants, eh bien, j'irai tout simplement me replonger dans les romans de Fred Vargas et de Frank Buis, qui pour le coup, généralement, me conviennent beaucoup plus. Même si, hein, vous allez le voir avec la suite de cette vidéo, ce n'est pas non plus un gage de succès assuré. Je vais ensuite continuer ce point lecture avec, pour le coup, une bonne grosse brique, puisque j'ai enfin lu Tutur et le père de Sandrone Dattiri aux éditions Pocket. Alors oui, hein, je sais pas si on se rend vraiment bien compte à la caméra, mais on est tout de même en présence d'un bon gros pavé thriller qui fait plus de 700 pages et qui m'a du coup demandé un petit peu de temps, même si, hein, je vous le dis tout de suite, j'étais bien dans ce roman. Alors de quoi est-il question dans Tutur et le père? Eh bien, tout simplement, c'est déjà... Alors un thriller, oui, un thriller plutôt roman policier puisque l'on va suivre une enquête policière un peu parallèle, mais je vais tout vous expliquer, qui se déroule donc en Italie, puisque l'auteur est italien. Alors vous me direz, c'est pas forcément parce qu'il est italien qu'il doit faire se dérouler son histoire en Italie, mais c'est néanmoins souvent le cas. On se situe donc du côté de Rome et un petit garçon qui s'était éloigné, on va dire, durant un pique-nique avec sa mère a été enlevé. On a retrouvé le cadavre de la maman, mais le petit garçon a disparu de la surface de la Terre. Bien sûr, on accuse très vite le père qui s'était endormi, lui, durant le pique-nique, qui se réveille et qui découvre que sa femme et son fils ont disparu. Le père clame son innocence et, on va dire, pour enquêter là-dessus, mais sans prendre du coup l'angle d'attaque du juge qui est sur l'affaire, on va aller chercher chez elle Colomba, qui est une flic qui est actuellement en arrêt maladie prolongée. On sent qu'elle a vécu un truc vraiment pas cool, qu'elle traîne une sorte d'énorme traumatisme et qu'elle n'a pas très envie de retourner bosser à la criminelle. Malgré tout, son chef de l'époque arrive à l'embrigader et à la mettre un petit peu sur l'affaire de façon non officielle. Et pour enquêter donc sur la disparition de ce petit garçon, Colomba va être aidée assez rapidement
par un homme au profil très particulier qui s'appelle Dante et qui a lui-même été enfant enlevé et séquestré par un psychopathe qui se faisait appeler le père. Mais vous l'aurez donc compris, hein, puisqu'on le suit au présent, il a réussi à en réchapper. Alors je me suis fait la réflexion que je lisais assez peu de thrillers et de polars italiens, sans vraiment d'explication. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à me tourner vers les productions espagnoles dans ce genre-là. Et je pense qu'après ma lecture de Tu tueras le père, je vais peut-être un peu revoir ma position parce que globalement, c'est vraiment un roman qui m'a convaincue. Alors, soyons clairs, hein, oui, ce roman est un petit pavé dans lequel, par conséquent, l'enquête va souvent faire certains détours, va emprunter de mauvaises pistes, qui comporte de nombreuses ramifications et du coup dans lequel l'enquête parfois piétine, donc ce n'est très clairement pas le type de roman que je qualifierais de page-turner. C'est plutôt une histoire dense, aux thématiques très noires, avec également un côté extrêmement réaliste. Au début de ma lecture, je n'aurais jamais imaginé que ce roman puisse déboucher sur les thématiques qu'il aborde finalement, et que vous l'aurez compris, je ne divulgacherai donc pas. Et au final, c'est des thématiques que j'ai trouvées à la fois originales et très intéressantes. J'ai aimé qu'au travers de ce titre, l'auteur nous présente un fait réel et qu'il me donne envie de creuser la question par moi-même. Bien sûr, je ne peux vous en parler, mais j'ose espérer que si vous lisez ce roman, vous aurez comme moi cette curiosité d'aller peut-être creuser un petit peu plus loin. Le style de Sandrone Nadieri, quant à lui, m'a semblé plutôt équilibré. C'est vrai qu'on a pas mal de dialogues qui permettent de rythmer l'histoire. L'auteur sait très bien ménager son suspense, même si je reconnais que j'aurais peut-être parfois aimé un petit peu moins de retournement de situation, entre guillemets, ou en tout cas de petits éléments qui est parfois un peu grossier pour ce qui est de ménager le suspense. Je tiens par contre à noter que même si très clairement dans l'ensemble le style d'écriture de Sandrone Nadieri est très abordable pour absolument tous les lecteurs, j'ai trouvé malgré tout dans ce livre un chapitre que j'ai trouvé très original par sa narration, mais qui, je tiens à le souligner, risque probablement de heurter les lecteurs les plus sensibles, puisque dans ce chapitre, l'auteur nous raconte en détail et au ralenti l'explosion d'une bombe artisanale dans un restaurant. On apprend donc en détail comment les corps exposés à ce type d'engin se disloquent littéralement. En toute logique, j'ai donc trouvé ce chapitre très difficile à lire parce que vous vous en doutez, ce qui est écrit est très visuel, mais je ne peux non plus nier le fait que c'était vraiment extrêmement original. Jamais de ma vie de lectrice je n'ai lu ce type de narration et un chapitre comme celui-ci. Et croyez-moi, il m'a marqué et je pense qu'il me marquera longtemps. L'ambiance de ce roman est très bien travaillée. Tout du long, on a vraiment l'ombre du père comme ça qui plane sur toute l'histoire et qui donne le frisson. Et alors, petite cerise sur le gâteau, l'auteur a réussi sur la fin à me surprendre. Au-delà de l'enquête qui ne cesse d'évoluer et de cette ambiance très sombre et oppressante, je crois que vraiment, le point que j'ai le plus apprécié dans ce roman, c'est le duo formé par Dante et Colomba. Pour moi, ce sont littéralement ces deux personnages qui portent tout le roman, qui lui donnent cette épaisseur et ce relief qui font que d'un simple, entre guillemets, roman policier, on bascule d'un coup sur une histoire franchement mémorable. Alors j'avoue que ce duo m'a, par de nombreux aspects, pas mal rappelé le duo Blomqvist-Salander de la saga Millennium, dont j'ai lu les 3 premiers tomes, je crois, pour le moment. Et je dois dire que de façon globale, c'est vrai que durant toute ma lecture de ce livre-ci, j'ai eu l'impression un peu lancinante comme ça que Sandrone Nadieri avait livré presque une sorte
réécriture de Millennium à la sauce italienne. Que ce soit dans l'enquête, dans le fonctionnement du duo ou même dans les personnalités des deux protagonistes, j'ai vraiment trouvé que les deux romans, ou plutôt les deux sagas, avaient de nombreux points communs et baignaient vraiment dans cette même ambiance. Et oui, je dis bien deux sagas puisque je ne l'ai pas précisé, mais Tutura le père est le premier tome d'une trilogie, si je ne dis pas de bêtises. Vous l'aurez donc compris, j'ai beaucoup aimé ces deux personnages principaux et forcément ça aide beaucoup à apprécier le roman. J'ai vraiment apprécié leur complicité, leur attachement et cette sorte de symbiose un peu qui s'installe entre eux au fur et à mesure que les pages se tournent. Si j'ai beaucoup aimé le personnage de Colomba qui ne correspond pas au stéréotype de la femme flic que l'on rencontre très souvent dans ce type de roman, je crois que j'ai vraiment eu une sorte de coup de cœur littéraire pour le personnage de Dante. J'ai apprécié non seulement son vécu et son passé qui ont créé cette sorte de profonde fêlure en lui qui donne lieu parfois à certaines crises d'angoisse qui littéralement le paralysent sur place, mais également sa formidable capacité de réflexion et de connexion et son immense savoir qui, bien sûr, n'était pas, sans me rappeler, le personnage de Sherlock de la série du même nom, interprété par Benedict Cumberbatch, dont je vous parle beaucoup trop souvent et qui est vraiment l'une, je pense, de mes séries télévisées préférées. C'est un personnage nonchalant qui présente bien souvent un côté très ironique et désinvolte qui tente ainsi de masquer l'enfant profondément blessé qui l'enfouit tout au fond de lui. Et j'ai donc personnellement trouvé Dante très intéressant et très touchant. Et il est certain que si j'ai envie de continuer cette saga, c'est en très grande partie pour pouvoir renouer avec ce duo de personnages que j'ai vraiment adoré et qu'en tant que lecteur, on apprend à apprécier et auquel on s'attache vraiment tout au fil des pages. Si je dois tout de même noter un petit bémol, ce serait pour le coup concernant les autres personnages qui, quant à eux, avaient tendance à un petit peu se mélanger dans mon esprit et je vous avoue que parfois j'avais un peu du mal à identifier qui était qui faisait quoi, qui avait quel grade. Bref, des personnages du coup, en comparaison de Dante et Colomba qui manquaient peut-être d'un peu de force et de développement. Malgré donc quelques longueurs et détours que je ne trouvais pas toujours vraiment nécessaires, pour ma part, Tutura le père reste une histoire que j'ai beaucoup aimée, aux thématiques de fond originales et très intéressantes, le tout porté par un duo mémorable et attachant, même si je sais d'ores et déjà que le second tome va également me demander beaucoup de temps de lecture puisque c'est encore une seconde pavasse, mais je me dis que ce sera autant de temps passé en compagnie de ce duo qui, sans aucun doute possible, est vraiment rentré dans mon palmarès personnel des personnages de fiction préférés. Donc ouais, vous l'aurez donc compris, pour ma part c'était vraiment une bonne lecture, pas un coup de cœur, mais pour le coup peut-être un coup de cœur pour ce duo de personnages que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et vous allez voir que le livre suivant va par certains aspects faire écho à Tutura le père puisque j'ai également lu H de Franck Bouys aux éditions Le Livre de Poche. Alors c'est un livre mais je peux pas vraiment dire que ce soit un roman puisqu'en fait ce livre est une intégrale de 3 histoires que je retrouve les titres parce que je les ai oubliés. Le premier roman c'est donc Journal de John W, le second Les Ruelles sans étoiles et le troisième La 8e lettre. Pour ce qui est du résumé, je vais devoir faire très laconique et très succinct. Je vais juste vous dire qu'on y suit, en tout cas au tout départ dans le premier livre, un duo de personnages qui mettent sur pied une expédition au moyen d'un navire
Une expédition d'ailleurs très mystérieuse dont on ne connaît pas vraiment le but final et que le gros de l'histoire se déroule dans un Londres du 19e siècle. Si vous suivez la chaîne, vous devez savoir que j'aime beaucoup Frank Buys et j'avais donc vraiment hâte de me plonger dans cette intégrale de 3 volumes qui me promettait cette, comme je le disais, cette plongée dans cette Angleterre du 19e siècle. Ma lecture a tout d'abord très bien commencé puisque quelle ne fut pas ma surprise dans le premier livre de faire la connaissance des 2 protagonistes principaux, on va dire, qui sont d'un côté un personnage qui se fait appeler H, qui vit à Londres, qui joue du Brahms au violon et qui est accompagné d'un autre personnage qui se fait appeler W, qui est médecin militaire et marié à une certaine Mary. Autant dire qu'il n'y a pas besoin d'être fin ligné ni sorti de Saint-Cyr pour comprendre que bien sûr derrière ces 2 personnages se cachent les célèbres Sherlock Holmes et John Watson. Autant dire que j'étais vraiment ravie de lire une sorte de réécriture des aventures de Sherlock, d'autant plus que le premier livre est écrit comme s'il s'agissait du journal intime de John Watson. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure, dans ce premier livre, on s'enfonce dans la forêt amazonienne et qu'en même temps, le récit bascule dans une histoire à laquelle, pour le coup, j'ai beaucoup moins accroché. En effet, chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout avant de débuter cette trilogie, cette intégrale, c'est qu'elle comporte une grosse part, je dirais, de mystique et de surnaturel. Et là, on touche pour moi au plus gros problème de cette intégrale, à savoir le manque de cohérence et de lisibilité. Ces 3 histoires comptent parmi les toutes premières écrites par l'auteur, et pour le coup, je trouve que ça se sent. Cette trilogie souffre d'un travers que l'on retrouve assez souvent, je dirais, dans les premiers écrits des auteurs, c'est-à-dire un espèce de trop plein de tout. J'ai vraiment eu le sentiment durant ma lecture de cette intégrale que Frank Buys avait eu énormément d'idées et qu'il avait voulu tout mettre dans ces 3 livres, au risque parfois de complètement se perdre et de partir un petit peu dans tous les sens. On sent tout du long que, au travers de cette intégrale, Frank Buys a voulu livrer, je pense, une sorte d'hommage personnel à la littérature anglaise, puisque même si on va, je dirais, un peu se balader entre différentes époques, en majeure partie, on va tout de même se situer dans cette Angleterre, grosso modo du 19e, dans laquelle le lecteur va croiser non seulement Sherlock et Watson, mais également Jack l'Éventreur et une sorte d'Oliver Twist. Donc, pas de doute, l'auteur aime la littérature anglaise ainsi que l'histoire de l'Angleterre et tient à nous le faire savoir. Et je dirais que tout ce pan de la trilogie est vraiment le point, l'élément que j'ai le plus apprécié, puisque je suis moi-même très fan de Londres, de toutes ces histoires et des personnages emblématiques, je dirais, de cette ville. Malheureusement, comme je le disais, en plus de cette ambiance du Londres du 19e, eh bien, Frank Buys a installé une sorte de fil rouge à ces 3 histoires dans lesquelles il y est question d'être venu d'ailleurs et de cette espèce de grande question, à savoir l'être humain mérite-t-il de continuer à vivre ou non? Et pour moi, le mélange des 2 ne matchait pas. Je n'ai personnellement pas du tout été sensible, je dirais, à cet aspect de la réécriture entre guillemets. Alors le style de Frank Buys, quant à lui, reste très agréable, même si je trouve personnellement qu'il n'est pas aussi qualitatif dans cette intégrale que ce qu'il a pu produire par la suite. C'est vraiment pour le coup le fond de l'histoire, je dirais, qui m'a posé problème plus que la forme. Alors je ne sais pas si lors de la première publication, les 3 livres avaient été publiés séparément et à des périodes différentes, mais si c'était le cas, je trouve que c'était dommage parce que les 3 histoires pour moi fonctionnent vraiment ensemble comme une sorte de tout global, comme finalement une grande et même histoire. Et c'est vrai que chaque fin de livre
laisse, je dirais, sur un petit goût d'inachevé. Et j'imagine complètement la déception que j'aurais ressentie si j'avais lu ces romans de façon séparée et à des périodes vraiment différentes parce que ouais, j'aurais terminé ces différentes histoires sur une sensation de oui, mais et après, de ce fait, la fin du 3e livre et donc de la trilogie dans sa globalité est pour moi un peu décevante. J'ai compris l'idée globale et le message que l'auteur a voulu faire passer, mais je trouve qu'il est resté trop en surface, que cette fin n'était pas assez satisfaisante et vraiment j'avais l'impression, une fois que j'avais terminé, qu'il me manquait à la fin quelques pages supplémentaires. Je dois donc dire que de façon globale, même si H ne fut pas une lecture foncièrement désagréable, loin de là, cette trilogie n'a pas su non plus totalement m'embarquer, alors que pourtant, à la base, tous les ingrédients étaient présents pour que j'adore ce roman. Mais comme je l'ai dit, les idées trop éparpillées, trop mystiques et parfois même presque trop loufoques de Frank Buys m'ont par moments perdu et surtout m'ont parfois complètement fait sortir de cette ambiance anglaise du 19e. Si je devais faire un classement entre les différents livres, je dirais que celui que j'ai le plus aimé était le livre 2 et celui que j'ai le moins apprécié était le 3e et dernier livre. Et je pense que cela tient principalement à la construction narrative même de ce 3e et dernier livre, puisque c'est vrai qu'en plus du récit, je dirais au présent, celui-ci est très souvent entrecoupé de nombreux contes et récits un petit peu presque mythologiques qui, du coup, donnent à l'ensemble de ce 3e livre un côté presque recueil de nouvelles qui, en tant que lectrice, n'a pas su me satisfaire. Vous l'aurez donc compris, pour ma part, cette intégrale est donc un petit flop avec cet auteur que pourtant j'apprécie beaucoup et du coup, sachant pertinemment de quoi il est capable, je sais que malgré cette déception, je vais rapidement me pencher sur un autre de ses romans que j'ai en ma possession parce que même si parfois ça ne le fait pas avec Frank Buys, parce qu'il tente des choses un peu différentes et que ça ne me convient pas forcément, je sais malgré tout la qualité de sa plume, ce dont il est capable et les émotions qu'il est capable de me faire vivre, de me délivrer. Et donc oui, rien que pour ça, je vais continuer à découvrir le reste de sa bibliographie et je commence à me dire que à l'heure actuelle, j'ai déjà lu pas mal de ses romans et qu'il ne m'en reste plus tant que ça, je pense, à découvrir. Et je vous propose de terminer ce point lecture avec un autre livre d'un autre de mes auteurs chouchous, puisque j'ai également lu différentes saisons de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Je devrais plutôt dire dans ces beaucoup trop belles éditions du Livre de Poche. Alors je vais pas forcément vous faire un résumé global, puisque tout simplement Différentes saisons est un recueil de 4 nouvelles. Je vous propose donc de vous pitcher très rapidement au fur et à mesure chacune des nouvelles et bien sûr, surtout de vous dire ce que j'en ai pensé. Et j'espère que vous êtes bien installés parce qu'à mon avis, j'aurai pas mal de choses à vous dire sur le sujet. La lecture de ce recueil était donc pour moi en réalité une relecture puisque Différentes saisons est le premier ou le second King que j'ai lu lorsque j'étais adolescente. Et c'est vrai que je gardais des souvenirs très précis de certaines nouvelles alors que j'en avais complètement oublié certaines autres à tel point que je me suis même d'ailleurs demandé si à cette époque-là j'avais réellement terminé ma lecture du recueil ou pas du tout. Toujours est-il que c'est une relecture que j'ai beaucoup aimé faire et qu'une fois de plus ce fut un vrai plaisir de replonger dans l'univers de Stephen King. Alors la toute première nouvelle s'intitule Rita Hayworth ou la rédemption de Shawshank. C'est une nouvelle dans laquelle on va suivre un homme, Andy, qui est accusé d'avoir sauvagement tué sa femme et l'amant de sa femme et qui va se retrouver donc mis en prison, dans la prison de Shawshank, pour ce crime qu'il aurait donc commis, même si lui se dit
innocent. Et de là, on va le suivre durant de nombreuses années. C'est sans aucun doute possible la nouvelle dont je me souvenais le plus, tout simplement parce que déjà la nouvelle en elle-même est, je trouve, mémorable, et également parce que depuis ma première lecture de différentes saisons, j'avais vu à plusieurs reprises le film, le très bon film Les Évadés qui a été tiré de cette nouvelle. Et j'ai très vite été de nouveau happée par cette histoire. Alors je pense que cela est tout d'abord dû à la narration même de cette nouvelle. Puisqu'en réalité, l'histoire donc d'Andy Dufresne est racontée par Red, qui est un autre prisonnier qui l'aurait donc côtoyé durant toutes ces années. Et je trouve que cela confère à cette nouvelle un air de souvenir et presque de conte, vous savez, qu'un ami vous raconterait comme ça, au coin du feu, autour d'une bonne bouteille de vin bien entamée. Bon, chacun passe ses soirées comme il veut. Personnellement, je trouve qu'une cheminée et une bonne bouteille de vin, c'est une base plutôt sympathique pour passer une bonne soirée. Et par le biais donc du personnage de Red, c'est bien sûr Stephen King et sa formidable capacité et son don même, je dirais, de conteur qui s'exprime. Une fois de plus, dans cette nouvelle, il a parfaitement su donner vie à des personnages pourtant fictifs. De plus, il a très bien construit et dépeint la vie dans cette prison de haute sécurité qui, par conséquent, n'est pas sans rappeler, bien sûr, son autre roman, La Ligne Verte, qui, je le répète, pour moi, est un chef-d'œuvre. Cette prison qui est donc une sorte de concentré de vie et une sorte de microcosme dans lequel, d'un côté, on essaye de recréer certaines habitudes extérieures et qui, en même temps, en parallèle, est régi par certaines règles qui lui sont propres. Le film Les Évadés étant vraiment très qualitatif, c'est vrai que durant ma lecture de cette nouvelle, j'y pensais énormément et je me demandais si la nouvelle en tant que telle pouvait être meilleure. Alors, je ne pense pas qu'elle soit vraiment foncièrement meilleure que le film, mais je trouve qu'elle met formidablement bien en avant la puissance de l'espoir, et pour le coup, peut-être un peu plus que le film. Parce que pour moi, Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank est avant tout une histoire dans laquelle il est question d'espoir. Alors, si contrairement à moi, vous avez la chance de n'avoir encore jamais vu le film, je pense que vous allez beaucoup aimer la fin. Une fin que je trouve diablement intelligente et un poil surprenante. La toute fin, je dirais, quant à elle, est un peu différente de celle du film. Et pour le coup, je crois que je préfère celle de la nouvelle parce que, tout d'abord, elle laisse plus de place à l'imagination et surtout parce qu'elle souligne une fois de plus l'importance de cette notion d'espoir. Ensuite, nous avons donc la seconde nouvelle qui s'intitule Un élève doué, dans laquelle nous allons au tout départ suivre un jeune adolescent qui un jour va venir frapper à la porte d'un vieillard qui vit pas très loin de chez lui, dans le bled paumé où grandissent gamins. Et très rapidement, il va dire à ce vieillard « Ok, je t'ai démasqué, je sais qui tu es, je sais que tu es un ancien nazi qui a trouvé refuge ici, qui se fait passer pour quelqu'un de complètement différent, et tu vas me parler des horreurs que tu as fait durant la Seconde Guerre mondiale. » Et pour moi, cette très longue nouvelle aurait pu complètement paraître comme un roman à part entière. C'est vraiment une nouvelle que j'ai trouvée à glacer le sang. Ceci dit, avec Stephen King, ce n'est pas vraiment étonnant, vous me direz. Pratiquement tout du long, on va donc suivre ce face-à-face absolument machiavélique, monstrueux et destructeur entre un adolescent et un vieux nazi. Et comme c'est souvent le cas, Stephen King va par ce biais nous démontrer que malheureusement, l'horreur la plus absolue ne se cache pas forcément dans l'imaginaire et les monstres tels qu'on l'entend avec des grandes dents, mais bien parfois dans l'être humain lui-même, même si je reconnais qu'il est difficile de qualifier encore d'être humain. Certaines personnes
en sachant les atrocités qu'elles ont pu commettre. Attention donc, c'est une nouvelle particulièrement ardue qui comporte des passages très gore et même certains détails de torture sur êtres humains et également sur les animaux. J'ai été par contre assez surprise de voir que Stephen King s'était donc attardé sur les horreurs perpétrées par les nazis parce que, soyons clairs, c'est tout de même assez éloigné de l'histoire américaine et puis c'est quelque chose dont il n'a jamais fait mention dans aucun autre de ses romans. Ceci dit, pour un auteur traitant très souvent de l'horreur, quand on y réfléchit, c'était un choix on ne peut plus logique. Je reconnais que par moments, cette nouvelle m'a semblé un peu longue. Alors, je comprends que l'auteur s'est attelé à dépeindre vraiment le changement progressif d'un jeune homme, somme toute lambda, en espèce de monstre sans scrupules durant tout un été, et que par conséquent, pour arriver à ça, on était obligé de passer par certaines longueurs et certaines redondances. Mais j'avoue que par moments, j'aurais aimé qu'il coupe peut-être un petit peu dans l'art. C'est malgré tout une nouvelle plutôt réussie qui s'attarde sur la naissance de la monstruosité et qui met aussi, je dirais, en place une certaine forme de passation du mal avec un grand M qui laisse entrevoir, ma foi, un futur plutôt pessimiste. Cette nouvelle tend à nous faire dire et comprendre que malheureusement l'homme n'aura de cesse de combattre le mal, comme je le disais, avec un grand M, parce qu'il semble aussi profondément ancré chez l'être humain que le bien, avec un grand B. Les personnages sont débectants, certains passages sont clairement à vomir, mais dans le genre descente aux enfers et dissection des rouages maléfiques du cerveau humain, c'est plutôt réussi. Dans la troisième nouvelle qui s'intitule Le corps, on va suivre une bande de gamins, je dirais, pré-ados. Moi je les imaginais avoir quelque chose comme 12-13 ans, qui vivent dans un petit bled paumé des États-Unis, comme c'est très souvent le cas chez King. Petit bled dans lequel malheureusement un enfant a disparu. On se dit qu'il aurait peut-être été happé par un train qui passait sur les rails pas loin de là, et on est toujours à la recherche de son corps. Et donc l'un des gamins de ce groupe aurait eu vent d'un endroit où le corps pourrait potentiellement se trouver, et ils se mettent en tête donc de tous partir ensemble à pied pour retrouver le corps de cet enfant et être vu quelque part un peu comme une sorte de héros. Alors je crois que cette nouvelle est très clairement l'une de celles dont j'avais le plus entendu parler, je dirais, dans toutes les nouvelles de King, comme étant un peu une sorte d'incontournable de l'auteur et également une très belle réussite. En toute logique, j'en attendais donc beaucoup, d'autant plus que je savais pertinemment que ça allait tourner autour d'une bande de gamins et que je m'attendais donc à y retrouver pas mal d'émotions. Malheureusement, même si dans l'ensemble j'ai apprécié cette histoire, je crois qu'elle n'a tout simplement pas été à la hauteur de mes attentes. J'ai vraiment bien aimé tout le début de la nouvelle, durant lequel on va rencontrer cette bande de gamins défavorisés et clairement délaissés par leurs parents, mais profondément liés entre eux. Ils sont vraiment vous savez, à cet âge où l'amitié semble plus forte et plus importante que tout, d'autant plus lorsque, à côté de ça, la cellule familiale se désagrège. Je m'attendais donc à y trouver un groupe d'enfants aussi attachant que le club des losers que l'on rencontre dans le roman, ça. Et si c'est vrai qu'il y a une certaine inspiration qui tient un petit peu de cet autre roman, on est tout de même très loin de l'attachement profond que j'avais pu ressentir pour Bill, Beverly, Richie et les autres. Peut-être, en grande partie, est-ce dû au fait que les enfants avaient une manière très particulière de s'adresser les uns aux autres, puisque, effectivement, sous prétexte un petit peu de vouloir jouer les gros durs, de bomber du torse et d'avoir grandi comme ça dans un coin de campagne paumé des États-Unis,
Ils usent et abusent des gros mots, des grossièretés et de l'argot, et si c'est vrai que c'est quelque chose d'assez régulièrement présent dans les romans du King, pour le coup, il y en avait peut-être un petit peu trop à mon goût. La narration, quant à elle, est à la première personne et nous raconte cette histoire comme une sorte de souvenir, comme c'était donc déjà le cas pour Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank, ou encore pour, par exemple, La Ligne Verte, ça et Dolores Claiborne, pour ne citer que ces romans-ci. Un schéma narratif donc assez récurrent chez King et qui généralement fonctionne très bien. Cette narration prend, j'ai envie de dire, tout son sens lorsque l'on arrive à la fin. Une fin qui, j'en suis persuadée, n'aurait vraiment pas été aussi puissante si elle avait été racontée à la troisième personne. Une fin que j'ai beaucoup aimée, et c'est d'ailleurs très clairement la partie de toute cette nouvelle que j'ai préférée. Parce qu'en effet, même si j'avais beaucoup aimé le début, la mise en place de cette nouvelle, c'est vrai que je trouve que par la suite, King s'est un petit peu perdu en détours et en histoires annexes qui ont, je trouve, fait perdre la puissance de ce voyage presque initiatique de ce groupe de jeunes garçons. Parce que Le Corps, pour moi, c'est vraiment une histoire de groupes d'ados qui vont perdre leur innocence et basculer dans le monde des adultes. Et quoi de plus radical pour ça que d'être confrontés à la mort de près, ce qu'ils vont du coup faire au sens propre du terme. Lorsqu'on connaît un petit peu l'histoire personnelle de l'auteur, on sent profondément que King a puisé dans son passé, dans son vécu pour dresser les contours de cette nouvelle. En effet, ce groupe de jeunes gens qui ont tendance un petit peu comme ça à jouer dans les terrains abandonnés et un peu inhospitaliers, il faut bien le reconnaître, n'est pas sans rappeler sa propre enfance qu'il a vécue avec son frère et dont il parle assez régulièrement dans divers ouvrages et dans diverses interviews. De plus, l'histoire de cet enfant qui aurait été frappé par un train fait directement écho à un épisode de son enfance, puisque c'est réellement arrivé à l'un de ses amis lorsque King avait 4 ans et qu'il a probablement vu se faire happer par le train, bien que, comme il le dit lui-même, cet épisode lui a été raconté par sa mère parce que lui-même n'en garde pas de souvenir conscient. Et puis, alors pour le coup, la fin semble complètement calquée sur sa vie personnelle de jeune adulte devenu écrivain et père de 3 enfants. Une nouvelle donc dans l'ensemble plutôt intéressante, même si je dirais que l'argot, les grossièretés et les digressions m'ont parfois un petit peu fait perdre le fil et ne m'ont peut-être pas permis d'apprécier cette nouvelle comme il aurait dû. La 4e et dernière nouvelle s'intitule La méthode respiratoire et dans cette nouvelle-ci, on va suivre un vieux monsieur qui va nous raconter comment, un peu par hasard on va dire, il est un jour rentré dans une sorte de club de vieux monsieur gentleman qui se retrouve régulièrement, toujours au même étage d'un immeuble à New York pour se raconter des histoires et des anecdotes. Oui, on est d'accord que dit comme ça semble un peu bizarre. Alors il faut savoir que c'est très clairement, je pense, la nouvelle de ce recueil dont j'attendais le moins de choses et je pense qu'au final c'est vraiment celle que j'aurais préférée avec Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank. J'ai beaucoup aimé cette histoire qui baigne littéralement dans une aura un peu étrange. Cette histoire de pseudo-gentlemen qui se racontent des histoires et des anecdotes m'a beaucoup intriguée et m'a beaucoup plu. J'ai surtout beaucoup aimé l'anecdote racontée donc par ce gynécologue autour de la fameuse méthode respiratoire qui donne donc lieu au titre de la nouvelle. Alors ce n'est pas, je dirais, tant l'histoire en elle-même que j'ai apprécié, l'anecdote, mais plus le personnage de Sandra qui est on va dire un peu le personnage central de cette anecdote finalement. Un personnage de femme déterminée, au caractère affranchi et terriblement moderne pour son époque. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi la fin de cette nouvelle. Alors j'imagine totalement que certains la trouveront peut-être
très abrupte et très dure, mais elle est finalement à l'image de la vie, et étant donné que cette nouvelle, pour moi, traite principalement justement de la vie, j'ai trouvé du coup ce choix tout à fait approprié. Dans l'ensemble, vous l'aurez donc compris, j'ai beaucoup aimé ma lecture de ce recueil de différentes saisons, même si mon cœur penche largement vers la première et la dernière nouvelle qui, chacune à leur façon, pour moi, sont des petits bijoux. L'ensemble du recueil est plutôt équilibré et homogène. J'ai vraiment trouvé que toutes les nouvelles avaient un petit peu ce même ton dans la narration. Seulement 3 de ces nouvelles, c'est vrai, sont véritablement racontées à la première personne comme une sorte de confession d'un souvenir passé, mais malgré tout, même si la nouvelle Un élève doué est racontée à la 3e personne, je trouve qu'elle a également ce côté un petit peu conte et bribes de vie qu'on se raconterait au coin du feu. C'est un recueil de nouvelles que j'ai trouvé très, je dirais, tourné vers le passé et les souvenirs, mais c'est aussi un recueil très réaliste, parce qu'il n'y est pas question de surnaturel ou de fantastique. Alors, je sais déjà que certains lecteurs vont dire que la méthode respiratoire comporte bien une part de fantastique, mais pour ma part, je trouve que c'est assez discutable. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'échanger sur le sujet, comme d'habitude vous le savez, les commentaires sont ouverts. De plus, hormis donc la toute dernière nouvelle, toutes ont des connexions non seulement entre elles, mais également avec d'autres romans de l'auteur. On commence à avoir l'habitude. Alors j'ai appris par la suite qu'apparemment la nouvelle La méthode respiratoire aurait des liens, des connexions avec la saga La Tour Sombre, mais n'ayant pas encore lu la saga de La Tour Sombre, puisque j'attends d'avoir lu tout le reste de la bibliographie de l'auteur, et également parce que, je le reconnais, cette saga me file un peu les pétoches, et bien personnellement je n'ai pas fait le rapprochement entre les deux. Mais je le note au cas où, contrairement à moi, vous auriez lu La Tour Sombre. Et là encore, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je dis une énorme bêtise ou si j'ai tapé dans le mille. Différentes saisons est donc pour moi un recueil de nouvelles très qualitatif que j'ai pris beaucoup de plaisir à relire et qui, je trouve, comporte tout de même une petite pépite en la qualité de la première nouvelle Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank, que j'aurais vraiment adoré voir développer et étoffer pour donner lieu à un vrai roman à part entière. Parce que je trouve que vraiment il y avait matière à en faire une histoire encore plus dense. C'est un recueil de nouvelles que je pourrais donc complètement recommander aux lecteurs qui souhaiteraient peut-être se faire une idée de l'univers du King, d'autant plus si ce sont des lecteurs qui sont peut-être réfractaires à tout ce qui est, je dirais, fantastique, surnaturel, inexpliqué. Voilà, si c'est votre cas, alors je pense très clairement que la lecture de ce recueil de nouvelles peut vous apporter un très bon moment de lecture, et donc aussi une idée assez tangible de ce dont King est capable. C'est donc ainsi que je vais pouvoir clôturer ce point lecture qui, je l'imagine, sera assez long, mais bon, vous le savez, hein, quand on me lance sur mon auteur favori, j'ai tendance à être un petit peu expansive, et puis il faut reconnaître que très sincèrement, il y avait pas mal d'éléments que je voulais aborder et qu'il y avait pas mal de choses à dire sur le sujet. Soit donc, vous l'avez vu, hein, même si dernièrement je n'ai pas forcément posté une vidéo toutes les semaines, tout simplement déjà parce que mon emploi du temps et ma vie font que ce n'était humainement pas possible, et bien c'était aussi dû au fait que j'ai lu pas mal de bonnes petites bricasses et j'en suis plutôt ravie. Malgré donc mon manque de temps, en tout cas manque de temps par rapport à ce que j'aimerais avoir pour consacrer à la lecture, eh bien j'avance tout de même dans mes romans, dans mes livres. J'ai attaqué ma pile à lire du Spooky Summer Challenge ou un truc comme ça. Désolée, j'ai oublié le nom du challenge, mais j'avance pas mal. Pour ce qui est donc du rythme des vidéos cet été, je vais faire au mieux parce qu'il y a le boulot, parce qu'il va falloir en plus de ça que je reprenne aussi le travail de certains de mes collègues pendant qu'ils vont être partis en vacances, ce qui est normal, parce qu'entre deux il y aura les vacances, parce que la crèche de mon fils est fermée pendant 3 semaines et que par conséquent ça va être beaucoup plus compliqué pour moi à ce moment-là de tourner des vidéos, donc
Voilà, tout ça fait que je fais au mieux, comme d'habitude. J'espère en tout cas que vous serez toujours au rendez-vous. Je sais déjà que un point lecture, un autre point lecture, ainsi qu'un book haul doivent arriver bientôt sur la chaîne. À quelle date, vous l'aurez compris, je ne m'engage pas sur le sujet, mais je vous promets que je fais au mieux. En attendant donc, n'hésitez pas à venir papoter avec moi en commentaire et pourquoi pas à partager la vidéo si celle-ci vous a plu et à mettre des petits pouces levés parce que ça fait toujours beaucoup trop plaisir de savoir que ce que je vous propose comme contenu vous plaît et vous divertit. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite bien sûr, comme d'habitude, paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!